Brad Pitt est donc investisseur de l'entreprise, il est là depuis jour 1. Les États-Unis sont un peu plus portés sur la promo, le côté commercial. Même dans le luxe. Même dans le luxe. Vous aviez du mal à craquer un peu l'acquisition parce que en fait vous aviez tout qui n'allait pas. Mais pour moi, le côté green ne signifie pas forcément que ça va être efficace. Ouais. Le premier levier qui fonctionne, surtout chez les hommes, ça va être l'effet Brad Pitt. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle discussion autour de l'e-commerce, de la conversion et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Sarah Galis, qui est responsable e-commerce de Beau Domaine. Beau Domaine, c'est une marque de soins anti-âge premium. Et justement, on va pouvoir s'interroger sur pas mal de ces sujets. Et pour donner un petit peu de piment, Beau Domaine, c'est aussi une marque qui est dont l'un des investisseurs est Brad Pitt. Donc ça donne du croustillant à tout ça. Salut Sarah, comment tu vas ? Salut Sébastien, très bien, merci. Bon, ça fait plaisir de t'avoir aujourd'hui. On va pouvoir, comme je le disais, parler e-commerce beaucoup, parler autour de la conversion aussi. De par le fait que tu travailles pour Beau Domaine, c'est vrai que ça amène des sujets différents. On a déjà eu Spring. On n'a pas le même panier moyen, on n'a pas les mêmes sujets. Donc, c'est pour ça que ça va être super intéressant. Pour commencer, j'aimerais te proposer déjà de te présenter. Et ce que j'aime bien, c'est demander aux gens de se présenter sans parler de leur job, pour comprendre un peu mieux qui ils sont. Sans parler de mon job. Alors, donc, je suis Sarah, j'ai 36 ans, j'habite à Aix-en-Provence. Ça, c'est cool. Ça, c'est plutôt cool. Et je suis passionnée par tout ce qui est innovation et consumer, retail et compagnie. Donc, je travaille dedans, depuis un certain nombre d'années. Je suis passée par différents métiers. Aujourd'hui, je fais de l'e-commerce, mais je suis toujours dans la recherche de leviers de croissance et de performance. Voilà, c'est vraiment ça qui m'anime. J'espère que j'ai répondu à la question. Carrément, non, mais c'est cool parce que ce que je me rencontre avec les différents invités, donc tu es la troisième, c'est qu'à chaque fois, en fait, même quand on veut pas parler de travail, on en parle parce qu'en fait, ça fait partie de nous. Finalement, ça fait partie de nos passions. Spring, c'est ce qu'il me disait. Il me dit, en fait, je peux difficilement te parler d'autre chose parce que j'aime la cuisine, j'aime plein de trucs. Mais ça fait partie de ma vie, en fait, au-delà d'un travail pur. Donc, c'est ça qui est intéressant. Comme pour tous les autres, je vais te montrer 3 images. L'idée, c'est que ça puisse nous lancer sur des thèmes. Et à la fin, je te ferai une petite question-réponse rapide. Donc, tu mets ton cerveau de côté et tu me donnes tes réponses le plus rapidement possible. Ok. Alors, la première image, j'ai un peu galéré pour trouver quelque chose qui me plaisait. J'ai trouvé ça, donc j'espère que tu vas pouvoir comprendre un petit peu. Et justement, ça relie un petit peu ce que tu disais. Qu'est-ce que ça t'inspire déjà ? Du shopping, côté très premium, un peu l'élégance féminine dans les rues de Paris, dans des belles boutiques. Ou d'Aix-en-Provence. Là, vu l'attitude et le type de produit, on est plutôt à Paris, dans une belle rue. Ouais, carrément. Justement, c'était pour un peu lancer ce sujet. Je l'ai dit, Beau Domaine, c'est une marque donc, de soins anti-âge premium. Déjà, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu plus Beau Domaine pour qu'on puisse avoir un peu plus de contexte et l'idée, c'est de se demander un petit peu comment on arrive à vendre du luxe en ligne. Ouais, c'est un vrai c'est un gros sujet. Ça fait 2 ans que je travaille dessus, donc je vais pouvoir t'en parler. Donc, Beau Domaine Skincare, donc ça a été lancé il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Comme Sébastien le disait, c'est une marque qui a été cofondée par Brad Pitt, qui est arrivé à Miraval il y a une dizaine d'années, qui a rencontré une famille de viticulteurs pour gérer son domaine viticole à Miraval et qui a décidé de s'associer avec eux dans le lancement de cette marque de cosmétiques issue entre autres des mares de raisin, mais aussi issue de 20 ans de R&D avec des professeurs spécialisés dans la génétique et dans la vigne. L'objectif pour eux, pour Brad Pitt, la famille Perrin et donc les scientifiques qui sont derrière ce projet, c'était de développer une marque skincare efficace sur l'anti-âge, référence luxe en France et dans le monde entier, portée par la notoriété de Brad Pitt qui incarne très bien l'anti-âge. C'est clair. Parce qu'il ne vieillit pas. Voilà. C'est un produit hyper qualitatif. Moi, je suis très, très fière de travailler pour cette marque et ces produits qui sont top. Voilà, donc je peux en parler des heures, mais on n'est pas là pour ça. On est là pour savoir comment carrément. vendre du luxe. Et pour le coup, tu m'as offert des produits l'an dernier pour Noël, pour nous remercier. Je me les suis fait piquer par ma femme et elle les a pas terminés, elle en a
a laissé un petit peu pour dire je l'ai pas terminé. Et elle en était super contente. Et pourtant, elle achète plein de produits, tu vois, aussi haut de gamme pour sa peau parce que c'est important pour elle. Et elle était très contente. Donc, pour le coup, je pense qu'on peut confirmer au moins la qualité. Ça, c'est cool. Et justement, qui dit qualité, souvent dit coût important. Ouais. Est-ce que ce positionnement premium est induit du produit ou est-ce que c'est un choix dès le départ en se disant on va faire une marque premium? C'était un choix de Brad Pitt, en effet. Comme quand il est arrivé sur Miraval, il a voulu faire le meilleur vin rosé du monde. Il a plutôt bien réussi, puisque le Miraval, aujourd'hui, c'est une référence dans les vins rosés. Il a aussi lancé une marque de champagne avec un très, très beau domaine en Champagne. Et il en a fait une marque de champagne très réputée également. Et donc, l'idée, c'était de faire aussi une marque de skincare très réputée, très luxe, très premium. Donc c'était un choix de départ. On a travaillé les compositions les plus qualitatives possibles, les formulations les plus efficaces possibles pour pouvoir justifier aussi un produit très premium, un produit coûteux. On a travaillé aussi une approche esthétique très forte, puisque le produit est très très beau. C'est un objet d'art, c'est vraiment un objet d'artisanat fait main, en Provence, poli à la main. Les bouchons sont sculptés dans des fûts de chêne de la famille Perrin. Et puis finement poli à la main. Donc chaque pièce est finalement unique. Donc on a vraiment fait ce choix de lancer un produit aussi beau que bon pour la peau, pour la santé également. Donc oui, c'est des produits qui se vendent à un certain prix, mais on est très convaincus qu'il y a un marché. La preuve étant, c'est qu'on a d'autres marques concurrentes qui sont sur ce milieu-là. Et que les produits sont tellement plébiscités par nos clients. On a des très belles performances de repeat purchase, on a des très beaux retours clients, des super avis. Donc, c'est vrai qu'on est assez convaincus du choix qu'on a fait au départ de se positionner sur ce segment luxe, avec forcément les difficultés que ça impose sur comment réussir à sortir du lot, à trouver sa clientèle, à vendre correctement en e-commerce, puisque c'est notre canal de vente principal aujourd'hui. Mais au regard de tous les retours d'expérience et des résultats qu'on a en 2 ans, on est plutôt content de cette stratégie. Voilà. C'est sûr, mais j'avais un prof à l'école qui me disait ton produit n'est jamais trop cher. T'as juste pas trouvé la bonne cible, tu vois. Et finalement, c'est que ça, quoi. C'est que des produits haut de gamme, il y en a plein d'autres qui en vendent, donc pourquoi pas vous, quoi. Ouais, tout à fait. Et du coup, justement, c'est quoi un petit peu les... alors, est-ce que c'est des contraintes? Est-ce que c'est des opportunités à voir? À toi de le définir, mais ces choses qui sont différentes quand on vend un produit à 300 ou 400 euros que quand on vend un produit à 50 euros. Peut-être en termes d'attente client, peut-être en termes de marketing. C'est quoi Qu'est-ce que tu trouves de si différent? Alors déjà, il y a la notoriété. C'est vrai que des personnes qui vont connaître une marque, qui vont en avoir entendu parler ou qui vont avoir vu des publicités, beaucoup de réassurance presse, vont être plus aptes à acheter ce type de marque. On l'a vu quand on a voulu se référencer dans des grands magasins. Notre marque n'étant pas encore très connue, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de méfiance de la part des clients qui venaient voir. Brad Pitt n'étant pas forcément aussi prescripteur qu'on l'aurait souhaité, surtout sur une cible féminine. Donc ce manque de notoriété, ce manque de marketing qui finalement est induite par des moyens de start-up. On n'a pas encore des gros moyens d'LVMH ou de L'Oréal pour faire autant de publicité. Ça nous a donné des difficultés à asseoir notre position sur le segment du luxe, puisque les clientes dans le luxe veulent de la réassurance, veulent s'assurer de la qualité, et surtout, souvent, en tout cas chez les femmes, sont très fidèles à leur marque. Ça, on l'a constaté. Donc c'est vrai qu'essayer de faire changer les clients de marque sans pouvoir les réassurer facilement. Alors, bien sûr, on a heureusement quelques arguments et quelques leviers qui nous permettent d'aller les chercher, mais ça, c'est une première difficulté, vraiment le manque de notoriété. Ensuite, le fait de vendre en ligne, ça ne nous aide pas non plus pour une marque de luxe à asseoir aussi une position très luxe, très institutionnelle, puisque la majorité des marques sur ce marché-là ont leur flagship, développent beaucoup la partie retail et réussissent à créer une expérience, une image de marque hyper forte, de la désirabilité qui passe par cette expérience-là. Et c'est vrai qu'en ligne, surtout sur de la cosmétique, c'est plus difficile, c'est challenging, mais voilà, on trouve aussi des astuces pour réussir à créer quand même une expérience
client, une relation client, un service client qui va justement être à la hauteur des exigences du marché du luxe. Et est-ce que tu as remarqué que toi, tes clients, vous êtes leur premier soin anti-âge ou est-ce qu'ils en ont déjà eu, déjà testé et à un moment, ils sont amenés à changer et du coup, qu'est-ce qui les fait changer? On a 2 types de clients. On a pas mal de clients qui étaient sur des soins anti-âge précédemment et qui changent pour nous. Et là, on est super content quand Ah on ouais. apprend quelles étaient les marques qu'ils avaient avant parce que c'est parfait. Donc ça, on en a quand même pas mal, c'est chouette. Et après, on a un deuxième type de client qui est un des personas principales qu'on cible aujourd'hui. Ce sont les hommes. Mhm. Les hommes qui finalement n'avaient pas forcément de marque anti-âge premium disponible sur le marché. Ok. Il en existe, hein, je ne Ouais. dis pas qu'on est les seuls, mais c'est vrai qu'il y en a moins que chez les femmes. Et du coup, c'est vrai qu'on a réussi finalement à se positionner comme une marque référente pour eux et souvent comme leur premier achat cosmétique. Donc, c'est vrai que pour les hommes, c'est entre guillemets plus facile, il y a moins de concurrence et puis souvent, ils sont moins volatiles, plus fidèles sur des marques. Donc, Ouais, une fois qu'ils ont choisi leur marque, voilà. ils y restent. Mais, et du coup, pour ceux qui ont déjà une marque concurrente, qu'est-ce qui les fait changer? Est-ce que justement, ça va être l'épreuve scientifique de ton produit? Est-ce que ça va être l'histoire que vous racontez? Est-ce qu'ils viennent le tester en se disant je change pas vraiment et ils se laissent convaincre? C'est quoi un peu les bons leviers, entre guillemets, pour les changer? Alors, il y a 2 leviers qui fonctionnent très bien pour réussir à aller chercher quelqu'un chez une autre marque. Le premier levier qui fonctionne surtout chez les hommes, ça va être l'effet Brad Pitt. Souvent, nos publicités mettent en avant le fait qu'il a investi, qu'il utilise nos produits, qu'il les a testés et qu'il les utilise encore. C'est vrai que ça donne beaucoup de prescriptions Et pour on la a marque. tous envie d'être Brad Pitt. On a tous envie de ressembler à Brad Pitt. Et donc ça, souvent, c'est un effet de curiosité. Les personnes ont les moyens d'acheter le produit, de tester. Ils ont envie voilà, pour le côté fun, tester la marque de Brad Pitt, tester, voir si ça fonctionne. Et souvent, ils en sont super satisfaits et ils réachètent. Plus parce que c'est Brad Pitt, mais parce que le produit leur convient. Ça, c'est un premier argument qui fonctionne pas mal chez les hommes pour les attirer à la marque. Deuxième argument qui fonctionne chez tout le monde qui a déjà leur marque de cosmétiques attitrée, ça va être la qualité des formulations et des ingrédients. On a fait une marque qui est hyper naturelle. On est à un minimum de 96% d'origine naturelle. Donc, on convient à toutes les peaux, même les peaux sensibles. Enfin, il y a aucun ingrédient controversé. On est vegan. Et du coup, ce côté hyper clean, finalement hyper green, hyper clean, va convaincre des gens Diminue qui le sont risque, quoi. déjà sur des marques existantes, sur un marché du luxe qui n'est pas forcément très green et très clean, parce que c'est des marques établies depuis des dizaines et des dizaines d'années et qu'à l'époque, quand elles ont été créées, il n'y avait pas forcément cet attrait-là. Donc, c'est vrai qu'on arrive à les faire changer de soins par ce côté on est naturel, tu crains rien, et par ce côté regarde la compo de tes produits et puis tu vas voir qu'on peut trouver mieux. Donc ça, c'est vrai que ça plaît bien. Et puis aussi, il y a un autre petit levier sympa, c'est on se revendique une marque non genrée. Donc c'est-à-dire on s'adresse à tous, hommes et femmes. Les tests ont été faits sur les deux. Finalement, on développe tous la synthèse de vieillissement de la peau de la même manière qu'on soit un homme ou une femme. Donc après tout, les produits ne devraient pas être genrés. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a beaucoup de femmes ou d'hommes qui achètent et qui partagent le produit avec leur mari ou leur femme. Du coup, grâce à ça, on arrive aussi à aller ça augmente la consommation. recruter le mari ou la femme de celui qui a acheté le produit. Donc c'est rigolo. Effectivement, ça augmente la consommation. Tu disais un point, c'est vrai, que je n'avais pas pensé avant cet entretien, mais tu disais que les marques de luxe, c'était pas toujours très green, écolo, etc. Justement, tout ce mouvement un peu écolo que l'on voit chez beaucoup de marques, c'est pas luxe. Alors, il faut faire attention parce qu'en effet, il y a eu une recrudescence de marques cosmétiques très écolo ces dernières années. Mais pour moi, le côté green ne signifie pas forcément que ça va être efficace. Souvent, les formules sont assez plates. Et ça, on y fait très attention parce que justement, à trop se revendiquer green, on oublie de valoriser la recherche et le développement qu'il y a derrière. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que nos produits, ils ont donc 20 ans de R&D, ce qui est énorme. Il y a eu des actifs brevetés qui ont été mis au point, qui font partie intégrante de nos produits. Et même les actifs, on a l'impression, quand on n'est pas du milieu laboratoire, science, on a l'impression que des actifs, c'est pas naturel par essence. Et en fait, ceux-là, justement, ils ont été créés à partir d'éléments naturels trouvés en partie sur les domaines viticoles, que ce soit via le marc de raisin, les sarments de vigne,
ou des éléments plus comme des fleurs de camomille. Enfin, voilà, il y a Mm. énormément de choses qui constituent ces actifs. Et donc, tout est naturel. Et pourtant, ils ont été... ils sont l'essence même de ce qui prouve l'efficacité sur les signes de l'âge. Et donc ça, c'est assez dingue de le souligner, puisqu'on peut clamer ce côté naturel tout en Ouais, conservant l'efficacité des produits prouvés, démontrés par des tests hyper rigoureux, notamment des tests placebo, Mm. qui sont assez rares aussi dans le milieu. On a vraiment voulu aller au bout des tests pour un maximum de réassurance chez le client, hein, ouais. de pouvoir certifier que nos produits sont efficaces. Ouais, c'est sûr. En plus, on peut retrouver sur votre site, pour le coup, pas mal Mm. d'études scientifiques Mm. prouvées, de laboratoires, Mm. etc. Mm. Donc, je pense que ça, c'est aussi hyper rassurant. Quand on s'est rencontrés, il y a un peu plus d'un an maintenant, vous aviez du mal à craquer un peu l'acquisition parce que, en fait, vous aviez tout qui n'allait pas. Une marque jeune, peu connue, et des produits chers. Ouais. Ça aide pas, Non. au début à Mm. craquer l'acquisition. On a du coup décidé de faire des landing pages. Ça a été quoi un peu pour toi cette envie de changer et justement de créer des landing pages versus tes fiches produits pour essayer de mieux convertir? Faire de la performance, hein. On Ouais. se rendait compte que nos créatives engagées sur le Meta, sur le search, on avait du clic, on avait de l'engagement, de la diffusion, et pourtant on avait un taux de conversion relativement faible. Donc il y avait deux raisons. Soit on ciblait pas les bonnes personnes, c'est ce qu'on disait au début, c'est vraiment le nerf de la guerre, hein, c'est d'arriver à avoir un ciblage le plus adapté possible à notre positionnement, à la marque. Ce qui est compliqué quand on démarre, puisque les algos se nourrissent des data clients. Et quand on a peu de clients, les algos ont du mal. Donc ça, c'était un peu compliqué. Après, une fois qu'on a à peu près quelques signaux sur les personnes qui cliquent, ils ont des bons signaux d'ajout au panier, mais il n'y a toujours pas de conversion. C'est là où on va se poser la question de cette page d'atterrissage. Il faut l'optimiser. Il faut qu'elle soit la plus simple et la plus efficace possible pour que, en fait, en quelques secondes sur cette page, le client puisse passer à l'achat tout de suite. Donc, c'est vrai qu'on a pas mal travaillé ensemble et on est très satisfait du retour de ces landing pages. On a testé plein de choses. Ouais, ça, beaucoup. c'est chouette. Beaucoup de choses, beaucoup d'approches. Avec des intuitions qui se sont avérées pas forcément les bonnes choses à mettre en place. Donc, c'est bien aussi de se concentrer sur les tests et sur la data des tests et pas juste sur une intuition. Donc oui, au final, maintenant, on sait qu'en fonction de la créative, de la cible, du canal, on va avoir des landing pages différentes qui vont pousser des produits différents. Enfin, ça, c'est hyper intéressant maintenant d'avoir compris finalement dans le funnel comment on allait le mieux convertir possible les ça personnes. nous offre une vraie agilité. Ah ouais, parce que comme tu disais, par exemple, les produits sont non genrés. Si tu veux genrer un peu plus une landing page, tout à fait. ça passe, alors que sur ta fiche produit de site, c'est plus compliqué parce que tu dis que c'est non genré, donc ça complexifie les choses. Et c'est vrai que malgré tout, comme tu le disais, homme-femme, c'est pas les mêmes habitudes d'achat, c'est peut-être pas les mêmes réassurances. Tu le disais, Brad Pitt n'a pas le même impact sur les hommes, sur les femmes. Enfin, il y a pas mal de choses qui finalement... Peut-être que l'histoire aussi autour du vin n'a pas la même histoire, le même impact sur les gens. Donc c'est vrai que tout ça mis bout à bout, c'est vrai que la landing page, pour ça c'est quand même très utile. Et justement, ça serait quoi pour toi là? Alors je sais que c'est toujours en évolution parce que par essence, les tests évoluent, mais c'est quoi les trucs qui font qu'aujourd'hui, tu te dis ça, je sais qu'il me le faut sur ma landing pour que ça puisse marcher? Alors, il y a un truc, effectivement. Nous, on fait des landings d'acquisition et on fait des landings de rétention, puisqu'on s'est rendu compte aussi pour le CRM que ça nourrissait beaucoup la conversion post-click newsletter, par exemple. Typiquement, en acquisition pure, surtout sur une cible froide qui ne nous connaît pas, il y a un truc, on est obligé de la mettre dans la landing page, c'est la section sur Brad Pitt. Ouais. Parce que la majorité de nos publicités sur Meta et la majorité des requêtes faites sur Google parlent de Brad Pitt. On est obligé de passer par là. En fait, c'est notre levier de curiosité, de awareness, de clic. Et en fait, si tu tombes sur une landing page qui ne parle pas de Brad Pitt, tu perds le client, tu perds le contact, tu perds le lead. Et pour autant, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi testé pub Brad Pitt avec des landing pages full Brad Pitt, donc avec vraiment tout le discours sur Brad Pitt, la routine de Brad Pitt,
et c'était pas celle qui convertissait le mieux. En fait, souvent, on se rend compte que les clients, les leads ont besoin, certes, ils s'intéressent à Brad Pitt, ils vont cliquer sur la pub, puis après, ils ont besoin d'en savoir plus sur la marque, sur les produits. Donc, on a besoin quand même d'avoir un certain équilibre dans la landing page et de ne pas parler que de Brad Pitt. Mais par contre, on est obligé d'en parler. Si on n'en parle pas, on se perd. On ne sait pas où on est, on ne sait plus ce qu'on a vu sur la publicité, on ne raccroche pas les wagons. Alors qu'en rétention, Brad Pitt, ils ne servent plus à rien. Et ça, on l'a vu même en retargeting, il y a beaucoup moins d'intérêt de pousser du Brad Pitt en retargeting. Une fois que les gens connaissent la marque, ils sont rentrés dans la marque, Brad Pitt, c'est anecdotique. C'est pas du tout une raison qui pousse un client à réacheter ou à acheter s'il connaît déjà la marque. C'est assez dingue. Hein. C'est vraiment juste un effet de curiosité plus que de conversion. Bah, je te propose de passer au deuxième sujet qui est super compliqué. Voilà. Il est là. Comme ça me permet d'enchaîner. Et justement, un gros sujet que vous aviez sur Brad Pitt au début et dont on avait pas mal parlé, c'était ce rapport, et d'ailleurs vous l'écrivez sur votre site, de dire on n'est pas une marque d'influenceurs. Brad Pitt n'a jamais été un influenceur, mais en tout cas de célébrité. De célébrité. Mais il fait vraiment partie de l'histoire. Comment tu arrives justement déjà, tu l'as dit un petit peu au début, mais donc Brad Pitt est donc investisseur de l'entreprise. Il est là depuis jour 1, même jour avant 1. Il s'investit au quotidien. Il est là au quotidien. Alors, c'est pas ton boss direct. Tu lui envoies pas des petits WhatsApp le soir pour qu'il te valide tes newsletters, j'imagine. Mais malgré tout, il est là. Déjà, qu'est-ce que ça implique dans une entreprise? Parce que j'imagine qu'il y en a peu qui ont ce genre de stars dans leur boîte. Qu'est-ce que ça implique d'avoir Brad Pitt dans sa boîte? C'est plutôt cool de dire que Brad Pitt est son boss, déjà. Même si tu l'as dit, c'est pas direct, mais bon, je bosse quand même pour lui, donc ça, c'est sympa. Non, je suis arrivée au lancement de la marque, mais je sais qu'il a été très impliqué à l'avant-lancement. Il a participé à tous les tests, il a donné son avis sur tout, que ce soit sur la compo, il voulait quelque chose de très naturel, sur l'esthétique du produit, il voulait quelque chose de très luxe. Il est très attaché aux belles choses. Donc il a vraiment été très impliqué. Il a une maison dans le sud de la France et il était présent physiquement avec les autres équipes pour vraiment travailler le produit. Le jour du lancement, il était là avec les journalistes. Il participe beaucoup à notre notoriété dans la presse. Donc, c'est vrai que c'est chouette de l'avoir. On sent qu'il n'a pas juste mis de l'argent et qu'il attend que ça se passe. Donc, depuis le lancement, il nous fait des retours, il nous donne des pistes de développement, puisqu'il a envie qu'on développe de nouveaux produits. Donc, il continue d'être présent à son niveau, avec sa disponibilité, puisqu'il a aussi un autre métier, bien sûr. Mais du coup, oui, c'est chouette. Enfin, on sent qu'il est présent. Donc, c'est assez agréable pour les équipes. Et effectivement, le fait qu'il soit investisseur, cofondateur, on essaie de lui donner une image telle qui c'est pas une égérie. Pour nous, c'est pas une égérie. Alors en effet, nos publicités, on a testé avec ou sans, on s'est rendu compte qu'avec c'était un petit peu plus performant. Donc on a conservé son image dans nos créatives, mais on essaie toujours de vraiment le positionner en tant que fondateur, qu'utilisateur, et pas juste un visage qui représente la marque. Puis comme tu disais, c'est de trouver le bon équilibre. Ouais. Tu t'en sers dans tes créatives, tu t'en sers un peu sur ta landing, et puis dès que tu vas être dans plutôt du retargeting, tu vas moins t'en servir pour plutôt là vendre le produit et qu'ils n'achètent pas Brad Pitt, mais qu'ils achètent le produit, parce que c'est pas Brad Pitt qui va les faire réacheter, mais plutôt le produit, quoi. Mais c'est marrant parce ça me fait penser à ça, on a régulièrement quand même des petits messages, soit par courrier postal, soit par email auprès de notre service client, où on a des messages pour Brad Pitt. Donc ça, c'est assez rigolo. Très régulièrement, on a des lettres, on a des fans complets de Brad Pitt qui pensent s'adresser à Brad Pitt directement en nous écrivant. Donc ça, c'est drôle. Et vous leur répondez en signant Brad Pitt? On pourrait, mais non, on ne leur répond pas. Mais en même temps, c'est intéressant parce que, et justement, quand on a une star... Alors, vous avez, entre guillemets, je sais pas si c'est un avantage, mais c'est que Brad Pitt a une très belle image, tu vois, il a pas une image cabossée comme certains, etc. Donc, pour vous, au-delà de son physique, etc., il a quand même une belle image de personne. Et en plus, alors, inconvénient pour vous, il n'a pas Instagram, c'est pas son compte Instagram, donc il ne publie rien sur la marque ou sur autre. Donc ça, c'est un vrai pain pour vous, parce que s'il avait 15-20 millions d'abonnés, ce serait énorme. Mais en même temps, il a du coup pas cette image non plus trop
de mecs d'influenceurs un peu publicitaires, etc. Est-ce que tu sais, toi, comment justement tout ça se met en place de son côté, du vôtre, pour avoir de l'impact sans non plus bénéficier de tous ces réseaux aujourd'hui? C'est sûr que Brad Pitt, c'est au-delà de juste une célébrité. Pour moi, j'appelle ça une icône. Ouais, Aujourd'hui, complètement. depuis un certain nombre d'années, depuis 30 ans, c'est une icône partout dans le monde. Ça, c'est chouette. C'est que Oui, c'est vrai, en de plus. l'Asie Aux à l'Amérique, États-Unis, en passant par le Moyen-Orient, il a une image incroyable. Donc, c'est vrai que nous qui sommes très portés sur l'internationalisation, on peut clairement l'utiliser. C'est sûr que ça nous aiderait si il pouvait créer un peu de contenu sur les réseaux en nous citant, ce qu'il ne fait pas, non pas parce qu'il ne veut pas, mais parce que, comme tu disais, c'est pas son truc. Il a décidé de ne pas être sur les réseaux. En revanche, et heureusement, il est présent dans la presse. Et donc, ça nous donne aussi une opportunité de rayonner à travers d'autres médias qui, je trouve d'ailleurs, sont peut-être plus qualitatifs pour notre cible qui est premium. Donc bon, c'est un mal pour un bien, je trouve. C'est vrai que les marques fondées par des célébrités, je ne sais pas, que ce soit Djilo, Rihanna et j'en passe, qui pour le coup utilisent énormément les contenus incarnés de leurs fondateurs, sont peut-être un peu moins premium. En tout cas, ça s'adresse pas à la C'est vrai même que c'est pas le cible. même positionnement. Voilà. C'est pas le même positionnement, tu vois, même si ils font des produits qui sont quand même assez chers, c'est vrai que c'est pas le même positionnement. Il y a un mass market qui est différent. Vous d'ailleurs, si vous faisiez du mass market, vous feriez taper dessus, dire mais c'est quoi ces tarifs, c'est quoi ces produits, c'est quoi ces trucs. Donc à la fin, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Et il utilise les produits depuis quand? Son secret de jeunesse, il est... Ça fait au moins 2 ans, parce que la marque a été lancée il y a 2 ans. Et puis, je pense qu'il a participé au test certainement 1 an avant. Donc, on va dire 3 ans. Voilà. Donc, si j'utilise les produits Bodomed, je ressemblerai à Brad Pitt ou pas? Oui, tu peux pas me le garantir, ça, par contre. mais ouais. Et justement, du coup, donc tu en parlais en acquisition, gros levier. Sur le site, il est assez peu présent. Est-ce que justement, c'est ce choix de se dire, c'est pas l'histoire qu'on a envie de vous raconter, ou justement, est-ce que vous êtes en test et selon où vous le mettez, vous voyez que ça crée des résultats différents? Alors, on a testé beaucoup de choses. Donc, en effet, à la fin des fins, les résultats nous ont montré que en page d'accueil, en page produit, on n'avait pas forcément besoin de le mettre pour avoir des meilleures conversions. Là où on a besoin de lui, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment sur les pages d'atterrissage d'acquisition froide. Et là, c'est là où on crée ensemble des landing pages où il est présent. Donc pour moi, il y a vraiment une différence entre la personne qui va sur le site en accès direct ou qui connaît déjà la marque, en organique, qui va tomber sur la homepage ou la page produit, mais finalement encore une fois, qui connaît la marque, qui n'a pas besoin d'avoir cette réassurance Brad Pitt, au contraire, qui veut apprendre d'autres choses sur les produits, sur nos services, voilà, il y a tellement d'angles marketing qu'on peut mettre en avant sur le site en dehors de Brad Pitt qu'on préfère que le site soit autour du produit qu'autour de Brad Pitt. Mais par contre, pour l'acquisition froide, là, on n'a pas le choix. C'est pour ça qu'on n'est pas à l'abri que quelques personnes qui font partie de notre acquisition froide tombent sur notre homepage. On a quand même besoin de le mettre un petit peu quelque part de ci, de là. Donc, il est quand même là. On ne l'oublie pas. Il fait partie aussi du storytelling de la marque. Donc, on a une section à propos de la marque où, bien entendu, on explique vraiment tout ce qui s'est passé, toute l'histoire avant le lancement, sur la rencontre avec la famille Perrin et sur leurs valeurs communes qui ont conduit à la création de cette marque. Donc, on a besoin d'expliquer. C'est une très jolie histoire, mais derrière, c'est aussi un produit qui est topissime et qui ne se résume pas à Brad Pitt. C'est pour ça mais c'est ça qui est top. C'est que je pense que, et c'est ça qui doit plaire aux gens, c'est que, comme tu le disais, le Brad Pitt vient de créer le hook. Ouais, exactement. Mais en fait, quand tu rentres à l'intérieur, tu vois toutes les preuves scientifiques, justement, tous les scientifiques qui ont travaillé dessus, l'histoire de la famille Perrin, etc. Enfin, et je pense que derrière, je vais pas dire que tu oublies Brad Pitt, mais plus tu te dis, waouh, en fait, c'est pas du vent, c'est pas
C'est pas une marque Instagram juste qui va durer 2 mois ou 2 ans. On sent qu'il y a un investissement sur du long terme et c'est ça qui, je pense, va faire la différence. Et un jour, vous aurez les budgets de Dior, LVMH, etc. C'est le but. On passe au troisième sujet, on l'a assez peu évoqué. Bon, il va être facile à comprendre vu les images, mais c'est évidemment le rapport à la France et aux États-Unis. Vous êtes une marque française, créée en France, fondée en France, les produits sont français. Vous avez un gros marché aux US, aussi grâce à Brad Pitt, qui est encore plus connu aux US, enfin plus connu ou en tout cas encore plus désirable aux US qu'en France. Comment sont répartis un peu ces business pour vous? Quel est aujourd'hui pour vous le plus gros marché? Comment vous l'adressez, etc. Alors effectivement, les États-Unis constituent notre marché principal pour les raisons que tu as évoquées. Et pour d'autres, on s'est rendu compte au lancement déjà qu'on a bénéficié d'une presse très généreuse aux États-Unis qui nous a permis de constituer déjà de prime abord uniquement en organique une bonne clientèle là-bas. Le marché est plus favorable aux États-Unis pour une marque de luxe française, déjà parce qu'on est français, qu'ils adorent les produits français, que le luxe est plus facile à vendre parce que le pouvoir d'achat est plus important. Ah oui. Voilà, et moins la crise, en tout cas la cible de clients achetant du luxe est plus importante et a plus de moyens que la cible achetant du luxe en France. Et après, on a effectivement l'effet Brad Pitt et l'effet Famille Perrin sur le vin. Famille Perrin qui, rappelons-le, détient le domaine de Beaucastel, qui est un très beau domaine dans le Châteauneuf-du-Pape et qui a aussi une belle réputation. Du coup, c'est vrai qu'aux États-Unis, ils sont très friands des vins français. Donc, on coche pas mal de critères, sans compter qu'on est vegan, non-genré, green, clean, conscious. Donc, tous ces éléments-là, finalement, cochent tous les critères, toutes les cases aux États-Unis. Et c'est pour ça qu'on a décidé, de façon assez contre-intuitive pour une marque française établie en France, mais d'attaquer en priorité le marché américain. qui paraît plus loin, plus gros, plus cher. Mais on y a été. Donc, on a passé la première année à attaquer uniquement, exclusivement ce marché. On est très satisfait des résultats. On a dû avoir effectivement une approche adaptée culturellement aux spécificités locales des États-Unis. Essayer de conserver les codes des sites e-commerce États-Unis. Et c'est quoi, par exemple, les codes différents entre la France et les États-Unis? Les États-Unis sont un peu plus portés sur la promo, le côté commercial, plus pushy. Même dans le luxe? Même dans le luxe, même dans le haut de gamme. C'est vrai que typiquement, l'exemple le plus fou qu'on a du mal à envisager en France, les marques de luxe sont sur Amazon aux États-Unis. Rien que ça. C'est vrai que... Rien que ça démontre que les consommateurs du luxe veulent des promos, veulent du Black Friday, veulent du Amazon. En fait, il n'y a pas de distinction sur l'image de la marque et la promo. En fait, pour eux, ça va ensemble. Donc, il a fallu qu'on s'adapte. Donc, on a été assez fort sur la promo dès le démarrage. C'était assez mal perçu en France. Mais bon, comme on attaquait les États-Unis en premier, on a fait ce choix, on a pris ce parti. Et après, voilà... on a décidé aussi de travailler avec des acteurs locaux, des agences locales, tous nos leviers d'acquisition pour la presse. Voilà, on a fait des choix de s'entourer de personnes qui maîtrisaient le marché, les codes, qui pouvaient nous accompagner sur ces différents sujets. Donc ça a été aussi assez bénéfique. Maintenant, depuis plusieurs mois, on attaque le marché français, qui reste notre deuxième marché. Mais c'est vrai qu'il faut trouver des façons de s'adapter culturellement à chaque marché. Il ne suffit pas de décliner la même chose pour tout le monde. Il ne suffit pas de traduire son site et c'est parti, quoi. De la même manière qu'on s'adapte en fonction du client, s'il est un homme ou si c'est une femme, si c'est un client qui ne nous connaît pas ou un client qui nous connaît, il faut aussi s'adapter au pays, au marché. Et puis mettre en place également tout l'aspect logistique en fonction du pays, puisque ça aussi, on a dû déporter un entrepôt là-bas pour être plus proche du marché, être plus réactif. Donc beaucoup de choses qu'on a mis en place sur les États-Unis. Et vous êtes sur Amazon US, du coup? Et on est sur Amazon US. Ah, et ça marche? Écoute, ouais, c'est un bon canal de vente également. Et tu considères que c'est un canal d'acquisition ou c'est plutôt les gens vous ont déjà découvert et ils vous réachètent sur Amazon parce que c'est plus facile pour eux ou...
je dirais que c'est plutôt un canal d'acquisition. Après, Ok. on n'a pas fait les études poussées, mais en tout cas, Amazon ne propose pas l'abonnement, ce que nous proposons. Ouais. Donc, je pense que des gens qui nous connaissent et qui sont convaincus par nos produits ont tendance à s'abonner sur notre site Ok. officiel. Et Amazon nous sert justement d'un levier de notoriété, puisqu'il pousse régulièrement notre marque sur des opérations. Donc, ça nous sert aussi en levier d'acquisition. Et on sait à quel point les Américains ont un rapport au storytelling important. Mm. Est-ce que l'histoire que vous racontez est un peu différente entre la France et les US, ou est-ce que c'est exactement la même? C'est la même. Pour le coup, c'est la même. On n'a pas forcément changé certains points. En revanche, d'ici, alors, je ne sais pas si je le compte en mois ou en année, mais on a un marché qu'on aimerait bien attaquer prochainement, qui est le marché du Moyen-Orient, Ouais. qui est un marché très stratégique pour le luxe. Et pour le coup, là, on va être obligé de changer le storytelling, puisque le milieu du vin est un milieu qui n'est pas du tout porteur là-bas. Ouais. Donc là, on va vraiment devoir changer pas mal l'histoire Ouais. de notre marque. Mais c'est vrai que entre Après, les c'est le États-Unis et raisin la plus France, que le vin. oui. Mais dans le storytelling, on met en avant énormément les domaines viticoles qui sont très qualitatifs en biodynamie et qui permet d'avoir du vin de qualité et des raisins de qualité et donc des produits cosmétiques de qualité. Mais c'est sûr que là, ça va être un grand changement. Mais c'est intéressant aussi de voir un peu ces différences. Et finalement, on se rend compte qu'on peut raconter des histoires différentes sans mentir. Sans mentir, Parce que c'est ça qui finalement, souvent on a l'impression que quand on parle de storytelling, on parle un peu de bullshit et tout ça, mais en fait c'est juste selon où tu mets le curseur. L'histoire est la même, mais tu mets le curseur là où tu veux, quoi. Ouais, c'est ta série Netflix à toi, quoi. Et justement, donc, tu parlais des Américains qui avaient un rapport un peu plus important à la promo. On sait que la promo, c'est pas toujours un élément de fidélisation. Est-ce que malgré ça, ils arrivent à être fidèles, et est-ce qu'ils sont plus fidèles, ou en tout cas, est-ce que vous avez des meilleurs LTV sur les Américains que sur les Français? Oui, clairement. On a deux types de clients aux États-Unis. On a les vrais promophiles qui achètent que quand c'est en promo. Donc on chouchoute pas mal notre base CRM. On fait régulièrement des petites animations commerciales, des cadeaux contre achat. Et pour le coup, on sait que ces promophiles, ils vont être très preneurs. Mais on a aussi l'américain ou le français, mais c'est très américain qui s'abonne parce que le prix est moins cher en s'abonnant. Et du coup, il va aller chercher le prix le moins cher, quitte à s'abonner quelques mois et à se désabonner après. Et puis après, on a le segment de clients anti-promophiles, où pour le coup, il va être exposé régulièrement à des promos. Il va recevoir le code welcome, il va le voir, il va cliquer dedans et il ne va pas utiliser le code. Ça, c'est bien. Ouais, quand tu peux ne pas utiliser les codes. on les a identifiés. Moi, je les ai appelés les anti-promophiles parce qu'en fait, quand on pousse de la promo, ça sert à rien de les mettre dedans. Il vaut mieux justement valoriser un discours plus édito, plus relationnel avec ces gens-là qui attendent autre chose, de la valeur différente dans les messages qu'on leur envoie. Et donc, c'est rigolo. On a vraiment deux approches distinctes pour nos clients en fonction de leurs appétences, en fonction de leur panier d'achat et de leurs moyens. Et en termes d'acquisition, donc on parlait un peu de méta tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des leviers d'acquisition aussi différents entre la France et les US, ou des répartitions de budget un petit peu différentes sur des choses qui marcheraient mieux d'un côté que de l'autre? Alors, les US, on y est depuis pas mal de temps maintenant. Donc, c'est vrai que non seulement on a testé beaucoup de choses et on commence à avoir des convictions sur certaines performances de campagnes Meta ou Google. On est aussi sur de l'affiliation. On a mis en place des campagnes de programmatique. Enfin, on a testé beaucoup de choses. Alors que la France, on est vraiment au début. Ça fait quelques mois seulement. Donc, on a encore beaucoup de choses à tester. Et c'est vrai qu'en dupliquant exactement le modèle, ça ne fonctionne pas. Donc je dirais que non, je peux pas te donner une réponse sur ce côté répartition ISO entre les deux marchés, mais oui, sur les États-Unis, en tout cas maintenant on commence à avoir de bonnes sensations sur des choses qui marchaient pas forcément il y a quelques mois et qui, à force de persévérance, commencent à marcher. Je pense au Perf Max de Google, par exemple. On les a super bien optimisés dernièrement. Et c'est chouette parce que ça commence à devenir un vrai levier d'acquisition froide qu'on n'avait pas forcément sur Google. Google, c'était surtout du brand search. Et le brand search, bon, c'est moins intéressant pour nous.
Et là, ça y est, on va vraiment chercher avec du shopping, du YouTube, des bannières, pas mal de choses, pas mal de clients en first contact. Donc, on est très contents. Et justement, si tu avais un responsable marketing qui te disait je veux aller aux US avec ma marque, c'est quoi tes 2-3 conseils? Ça serait quoi? Alors, déjà, le premier conseil, ce qu'on a fait assez rapidement et on ne regrette pas du tout, c'est qu'on a créé un site dédié aux US. Ok. Donc aujourd'hui, moi, je gère 2 sites. Je gère le site US sur lequel on est sûr de la qualité de la langue. On peut l'animer spécifiquement avec les opérations du moment qui sont très américaines et qui n'ont rien à... Thanksgiving. Thanksgiving, il y a le Labor Day, il y a Racing Day, il y a énormément de choses aux États-Unis qu'on n'a pas en France. On ne sait pas du tout ce que c'est. Donc comme ça nous permet de faire des opérations spécifiques. Ça nous permet, si on en a envie, on ne le fait pas forcément, mais d'avoir un storytelling spécifique, des produits spécifiques si on en a envie, parce que parfois la réglementation est différente aux États-Unis et en France. Donc on pourrait, dans un futur quelconque, pourrait avoir des produits différents. Pour la partie entrepôt logistique, ça a été aussi game changer, puisque comme je disais tout à l'heure, ça nous a permis d'avoir une meilleure activité, d'éviter les problèmes douaniers, parce que ça, c'est un vrai sujet quand on s'internationalise, les produits bloqués en douane, voilà. C'est pas luxe. Non, c'est pas luxe. Ou des problématiques de transporteurs qui font payer aux clients les taxes. C'est à ça que je pensais, c'est pas luxe. Ah ouais, non, ça, c'est surtout pas luxe. Donc voilà, quand on pressent que les États-Unis vont devenir un marché important, je pense qu'il faut tout de suite se dire on crée quelque chose de dédié, de distinct. Même notre business manager Google, Meta est dédié US. Donc l'algo est vraiment full US. Et après, on a un site Reste du Monde. Et demain, on aura peut-être un 3e site dédié à l'Asie, dédié au Moyen-Orient. Voilà, par zone, en fait. Ça se fait partout. Donc ça, c'est le premier truc. Après, ce qui est le deuxième game changer qu'on a mis en place il y a quelques mois, donc assez tardivement, et on est très content d'avoir finalement sauté le pas, c'est, comme je disais aussi, s'adresser à des acteurs locaux pour l'accompagnement marketing digital. Nous, on est une petite équipe à Aix-en-Provence. On n'a ni les ressources, ni les connaissances locales hyper poussées du marché. Et c'est vrai que du coup, quitte à externaliser certaines parties du marketing comme l'acquisition ou la presse ou l'affiliation, c'est vrai qu'autant s'entourer d'acteurs qui sont sur place, en fait, qui peuvent nous aider, nous apporter des connaissances qu'on n'a pas. Ouais, parce que même si on peut faire de la veille, tu vois, sur les pubs, sur les landings, etc., c'est vrai que quand tu es sur place, que tes réseaux tournent avec les pubs du moment, etc., tu vois des tendances complètement différentes que si tu es à Aix-en-Provence et que tu vois tes pubs françaises et que tu cherches un peu à t'abonner à des trucs aux US. Quoi. Même au niveau du copywriting. C'est vrai que tu n'as jamais autant la bonne accroche que quand tu es local. Quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Cool. Bon, c'est super intéressant. J'ai encore quelques petites questions. Je t'écoute. L'idée, c'est petites questions, réponses rapides. Okay. Imagine, tu as une baguette magique. Tu changes quoi chez Beau Domaine ? J'ai une baguette magique, je change quoi chez Beau Domaine C'est pas évident, hein, parce que là... Je recrute Eva Longoria. C'est pas bête ce que tu dis. Alors, ce serait peut-être pas Eva Longoria, mais c'est vrai qu'il y a un truc sur... Ouais, ça serait chouette qu'on ait un visage féminin pour représenter la marque auprès des femmes. Ouais, c'est une bonne idée. Si tu as toujours ta même baguette magique, tu changes quoi chez toi ? Chez moi ? Oh, c'est dur tes questions. C'est le but. Je sais pas, pendant longtemps, j'ai voulu me mettre au code. Je voulais savoir coder. Ah, voilà. Donc tu apprends le code en une nuit, quoi. Après, le problème, c'est que l'IA générative est arrivée et je me suis rendu compte que j'avais plus besoin d'apprendre le code parce que je pouvais demander à un chat GPT de me faire le script que je voulais. Donc, voilà, je sais pas. C'est déjà bien. Le code, c'est pas mal. Ta plus grande fierté avec Beau Domaine ? Mon mois de novembre 2024. Ah, pas mal. On a plutôt craqué les résultats avec le Black Friday. On est très contents. Trop cool. France et US ? Les deux, ouais. Incroyable. Et ta plus grande fierté personnelle ? De mener la vie que j'ai toujours rêvé d'avoir depuis que je suis petite. Ah, c'est beau ça. C'est cool. C'est cool. Un échec ou un défi qui t'a appris beaucoup ? Ouais, j'en ai un. Je ne citerai pas la marque, la boîte dans laquelle j'ai bossé, mais j'ai quitté un CDI pour une très, très, très belle marque il y a quelques années. Et on m'a demandé de travailler des compétences que je n'avais pas. Je devais faire de la data, des études, des analyses, que ça à 100%.
Et j'étais pas du tout capée. Je pense qu'il y a eu une erreur dans le recrutement ou de mon côté, du leur, j'en sais rien. Ça a été hyper dur, franchement. Ouais. Je suis partie très très vite parce que ça fitait pas. Et je me suis toujours dit, c'est pas pour moi l'analytique, c'est pas pour moi la data, je suis pas faite pour ça. Et en fait, aujourd'hui, c'est ma plus grande force. J'adore ça et je m'éclate dans les analyses et les études data. Et du coup, au final, ça m'a vraiment permis de travailler cette lacune qui m'avait fait perdre un très bon poste pour une très belle marque. J'ai du mal à m'en remettre, mais ça fait des années. Au final, j'ai super bien rebondi et c'est devenu une force, quoi. Et est-ce que justement, c'est parce qu'aujourd'hui, tu vois aussi peut-être plus l'utilité des recherches data que tu fais, peut-être que tu les voyais moins avant? Tout à fait. J'imagine qu'il y a un sens là-dedans. Hein. C'est sûr que quand on a la chance d'avoir une vision 360, d'avoir un poste très, très macro, on a besoin de s'appuyer sur la data pour prendre des décisions. Et du coup, tout de suite, ça prend du sens, ça prend une utilité, ce que tu dis. Alors que c'est vrai que quand j'ai rejoint cette très belle marque il y a quelques années, où on me demandait vraiment de faire des études à la chaîne, sans avoir d'impact sur la décision finale qui allait être prise, puisqu'en fait, on allait se servir des études que j'allais produire pour que la direction prenne des décisions. Bon, c'était moins stimulant, quoi. J'ai l'impression de faire un petit travail à la chaîne. Bon, c'était une grosse boîte, donc c'est sûr que les steps sont beaucoup plus nombreuses. Là, du coup, ça change tout. Quand on est seul aux commandes et qu'on doit forcément faire des analyses pour prendre des décisions, on est un peu plus impliqué dans l'analyse. Quoi. Le pire conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière? Je sais pas si c'est dans ma carrière, mais il y a ou dans ta vie. Il y a un truc qui me fait souvent rire. Quelqu'un de ma famille, pareil, je citerai pas, j'ai fait prépa et quand j'ai passé les concours pour les grandes écoles et qu'il a fallu se positionner sur le choix de l'école finale, ma famille m'a dit prends pas une trop bonne école ou passe pas ce concours parce que de toute façon en tant que femme tu vas arrêter ta carrière pour avoir des enfants. Et du coup ça sert à rien de trop investir sur les études. Ok. Merci. Ça m'est resté en tête et franchement du coup t'as envie de lui donner tort, quoi. Ouais, je lui ai donné tort et je lui en parle régulièrement d'ailleurs. Et le meilleur conseil qu'on t'a donné, j'espère que c'est pas la même personne. Non. Le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est déjà d'être indépendante financièrement. En tant que femme, pour moi, c'était hyper important de pouvoir justement mener ma carrière comme je l'entendais, sans être dépendante de quelqu'un, et de pouvoir aller au bout de ce que j'avais envie de faire sans contrainte, en fait. Et même si on a des enfants, même si on a une famille, pour moi, on peut toujours s'organiser pour aller au bout de ses rêves. C'est beau ce que je dis. Justement, quel est le rêve que tu as envie d'accomplir ? Franchement, c'est dur. Hein. Je sais pas du tout. Par exemple, si tu me demandes dans 10 ans où tu te projettes, j'en sais rien. J'adore ce que je fais actuellement, mais j'ai plus aucun... j'avance. Tu vis un peu au jour le jour. Ouais, je vis au jour le jour. Comme je te disais, j'ai coché les cases de la vie que je voulais avoir. Maintenant, Tu profites, quoi. Je profite. C'est pas mal déjà, parce que tu as dit que tu n'avais que 36 ans. Si tu as déjà coché toutes ces cases-là, c'est quand même un poids en moins pour l'avenir. C'est trop bien. Quel est le conseil que tu aimerais que tes enfants gardent de toi ? Quelque chose que j'essaie de leur inculquer au quotidien, c'est le plaisir de travailler. Pour moi, s'il n'y a pas de plaisir, s'il n'y a pas d'envie, et il n'y a pas de motivation, et il n'y a pas de résultat, et il y a pas, voilà, il faut avant tout prendre du plaisir. Donc il faut trouver dans le cadre scolaire, la matière qu'on aime, qui va justement nous faire monter sur certaines choses, et quitte à avoir un peu plus de mal sur d'autres, mais au moins sur lesquelles on pourra s'investir, trouver le métier qu'on aime, trouver l'activité. Et voilà, c'est quelque chose qui va nous stimuler, qui va nous épanouir, qui va nous donner confiance. C'est un cercle vertueux. Et nous rendre intéressants. Et nous rendre, Parce que souvent, j'ai remarqué que moi, quand je parle avec des gens passionnés de secteurs dont je connais rien, ils me donnent envie et donnent de l'intérêt. Et d'un coup, ils deviennent super intéressants. Alors qu'à la base, tu te dis, bon... j'ai pas grand chose à partager avec cette personne, mais en fait la passion fait que ça rend les gens hyper intéressants, je trouve. Si tu avais un conseil à me donner, lequel ce serait ? Je pense que si j'avais un conseil à te donner, je te dirais de continuer à faire ce que tu fais, parce que je te dis que tu fais, tout ce qu'on a travaillé ensemble, ça se passe super bien, et que les contenus que tu produis, que ce soit sur LinkedIn ou autre, sont top. Donc déjà, poursuis les efforts et prospecte peut-être du côté d'Aix-en-Provence. C'est clair. Des fois, j'y pense. Et si tu devais donner un conseil un peu aux gens dans l'e-commerce aujourd'hui, ça serait quoi ?
Il y a un truc que je trouve hyper intéressant et pour le coup, je conseille à toutes les marques, tous les e-commerçants que je rencontre, c'est de ne jamais arrêter déjà de s'intéresser aux innos du marché. Ça évolue en permanence, le e-commerce, que ce soit avec l'IA ou avec les GAFA. Donc ça, c'est une première chose. Mais surtout, se bouger, aller à des événements, aller à des salons, aller à des conférences, rencontrer les autres, faire des trucs physiques. Pas juste rester derrière son ordinateur. On a beau être dans le e-commerce, ça a beau être du digital et on n'a pas besoin d'aller à la rencontre des gens. En fait, si, c'est ça qui va créer des interactions, des échanges de bonnes pratiques, des idées. Et moi, c'est ce que je fais depuis des années. Aujourd'hui, je participe à énormément de choses, même si je suis d'Aix-en-Provence. Ouais. Je vais à Paris, je me déplace, il n'y a pas de souci. Et en fait, c'est hyper enrichissant. Ouais. C'est ça qui... C'est drôle parce que Spring a donné exactement le même conseil. Voilà. Tu vois, et je me suis dit, tu vois, c'est intéressant parce que moi, ça fait... franchement, depuis le Covid, j'ai passé beaucoup de temps à la maison, tu vois, à travailler. Et depuis quelques mois, justement, j'essaye de prendre un peu de recul, de rencontrer plus, même les gens avec qui je travaille, tu vois. J'ai des clients, ça fait plus d'1 an que je bosse avec eux, je les avais jamais vus. Je me suis dit, c'est pas normal en fait, tu vois, genre, il faudrait qu'on se voit quand même. On habite des fois certains à Paris, 10 minutes, quoi. Ouais. Et en fait, de par l'habitude, on prend pas le temps de se voir. Et en fait, tu vas déjà avec des gens et tout. En fait, tu te rends compte que c'est trop bien, tu passes un super moment, tu apprends des choses, tu penses à des choses, ça te fait... Et en fait, c'est ça, c'est que ce genre de rencontre, c'est quand même hyper intéressant. Alors, dans certains événements, tu finis vite comme à la pêche, quoi, où ils essayent tous de te vendre des trucs. Donc ça peut être un peu pénible, mais un one-to-one, c'est souvent quand même ultra bénéfique. Et du coup, je trouve que c'est un très bon conseil parce que depuis que je le vois, je me dis, c'est vrai qu'il faut vraiment en faire parce que en fait, ça te fait souvent plus gagner de temps qu'en perdre. Exactement, ouais, tout à fait. Alors, par contre, il faut... moi, j'ai régulièrement des appels de prospection de la part d'agences, cabinets, outils. On est 10 fois par jour, si ce n'est plus. Et en fait, pour le coup, moi, ce que je réponds à chaque fois, c'est je me déplace 4-5 fois dans l'année pour des événements où je vais être full dispo pour écouter, échanger, prendre de l'info, comprendre, éventuellement me positionner sur des choses qui peuvent m'intéresser. Mais en dehors de ces temps-là, foutez-moi la paix, laissez-moi bosser, parce qu'en fait, on est submergé, on n'en peut plus, comme tu dis, c'est la chasse au quotidien. Mais justement, comment on touche tu vois, une personne comme toi aujourd'hui, t'es agence, t'as un produit, tu vois, t'as un SaaS, comment on arrive à te toucher sans t'emmerder? Ouais, c'est compliqué. Là, c'est vraiment hyper compliqué. Je me mets à votre place. Il y a 2 façons, moi j'ai remarqué. Alors, soit effectivement les trucs physiques où tu discutes, c'est informel, et en même temps tu places le truc, tu as de l'intérêt. J'ai signé avec pas mal de boîtes avec qui je travaille comme ça, en échangeant, mi-informel, mi-pro, et puis il y a un fit. Puis un fit humain. Voilà. Donc ça, c'est la première chose, mais effectivement, encore faut-il se retrouver sur ces événements avec les bonnes personnes, donc c'est pas forcément facile. Et ensuite... parfois, il y a des hooks de dingue. Moi, j'ai vu des LinkedIn où, en 2 secondes, j'ai lu le message. Ah ouais, en fait, j'ai envie d'en savoir plus. Et pourtant, je réponds à rarement, 1% des messages LinkedIn, des appels ou des emails que je reçois. Je réponds vraiment qu'à 1%. Quoi. Je réponds très, très, très rarement. Mais il y en a certains, je dis, pourquoi pas? Ils captent le truc. Alors, soit parce que c'est une inno de dingue, que ça n'existe pas sur le marché, que justement, je suis hyper curieuse, j'ai envie d'en savoir plus. Soit parce que j'ai entendu parler de la boîte, que du coup, j'ai un effet de réassurance par les recos et je me dis, ça peut être intéressant de les rencontrer. Soit parce que j'ai un besoin identifié et elle est arrivée au bon moment, au bon endroit. Mais c'est rare. Mais c'est vrai que ça m'est arrivé 2-3 fois d'avoir vraiment le truc sorti de nulle part et répondre « Ah oui, ok, faisons le call ». Là, récemment, d'ailleurs, j'ai fait un call avec une boîte sortie de nulle part, mais ils ont trouvé la bonne approche pour mon besoin du moment que j'avais pas encore identifié de partenaire. C'est parfait. Ok, on fait un call. Let's go. Ah ouais, mais j'avoue, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident, surtout quand tu veux éviter justement de saouler les gens. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est compliqué. Tu leur envoies. Moi, je fais pas de prospection, tu vois, parce que justement, j'aime pas. Je réponds à rien en tant que
prospect. Du coup, je me dis, j'ai pas envie de faire ce que je déteste moi aux autres. Mais du coup, c'est plus compliqué d'aller chercher les marques que tu veux. Parce que c'est vrai que, tu vois, nous, en tant qu'agence, moi, je cherche pas 3000 clients. Tu vois, 10, 15, ça peut largement me suffire. Mais il faut aller chercher les bons. Et bon, avec LinkedIn et tout ça, t'es pas toujours sûr de toucher les bons, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est pas facile. Mais bon, la reco... bah, chez moi, c'est quasiment la reco qui marche le mieux, tu vois, de mes clients. Complètement. Et en fait, tu te dis, quand tu bosses bien ton produit, bien ton service, à un moment, tu vois, il y a un peu un effet boule de neige qui vient. Ça peut prendre du temps, mais c'est souvent le plus bénéfique, quoi. Dernière petite question. La question que tu aurais aimé que je te pose. Question que tu m'as pas posée, que tout le monde me pose. Est-ce que tu as déjà rencontré Brad Pitt? Eh ben, on va pas y répondre comme ça, on encouragera les gens à regarder tes autres interviews. Merci beaucoup, Sarah. C'était un plaisir de t'avoir. J'espère que vous allez faire beaucoup de belles choses avec Beau Domaine, qu'on continuera sûrement à faire des très belles choses ensemble. À tous, je vous dis merci de nous avoir regardés. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter la vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.